Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Professeur de sciences économiques et sociales, Jean-Claude Marie est l'auteur d'Aldous Huxley, Le prophète oublié, et Michel Houellebecq en contrepoint, un ouvrage qu'il est venu présenter fin janvier à Sanary-sur-Mer dans le Var. Une destination qui ne devait rien au hasard, car c'est à Sanary, en 1931, qu'Aldous Huxley écrivit en 4 mois Le meilleur des mondes. Ce roman d'anticipation dystopique contribuera à l'immense notoriété d'Aldous Huxley, et aujourd'hui encore, l'écrivain et son œuvre font régulièrement l'objet d'études ou inspirent parfois des auteurs contemporains comme Michel Houellebecq. Dans cet entretien, outre le séjour varois au cours duquel, face à la Méditerranée, l'auteur anglais écrivit son livre le plus célèbre, Jean-Claude Marie revient sur l'origine des traumatismes familiaux qui, ajoutés aux conflits de l'époque, ont forgé la personnalité d'Aldous Huxley et inspiré les thèmes sombres et désespérés de ses romans. Je m'appelle Jean-Claude Marie, donc j'ai écrit un livre sur Aldous Huxley et Michel Houellebecq. Je travaille aujourd'hui sur Julian Huxley, le frère, dont on oublie parfois qu'il a été le premier directeur de l'UNESCO. Maintenant, je suis retraité. J'étais professeur de sciences économiques et sociales. D'abord, j'ai été très sensible aux aspects prémonitoires que j'ai trouvés dans Le meilleur des mondes, qui a été, comme moi, comme pour beaucoup de personnes, le premier livre de Huxley que j'ai lu. Qu'est-ce qui m'a paru très prémonitoire ? C'est d'une part le fait qu'on pouvait utiliser la science pour asservir l'être humain, le décerveler en quelque sorte, puisque c'est ça les grands dangers du totalitarisme vu par Huxley. Et puis, moi, j'avais été très sensible aussi à l'époque à la question du divertissement, c'est-à-dire toute cette industrie du loisir, du divertissement, qu'il développe d'ailleurs dans les romans qui précèdent, mais qu'il reprend d'une manière beaucoup plus systématique, même comme un moyen de pouvoir, un moyen d'oppression dans Le meilleur des mondes. Voilà. D'autre part, j'ai été très frappé par le fait qu'il y avait très peu de références qui étaient faites à Huxley. Certes, tout le monde connaît Le meilleur des mondes, il y a même une revue, je crois, qui s'appelle Le meilleur des mondes. L'expression il est vrai, souvent utilisée, sans que je pense on en saisisse bien tout le sens. Ça me gênait beaucoup. Je pense par exemple j'ai fait une recherche sur France Culture pour voir combien de fois Huxley avait été cité ou s'il y avait eu des émissions sur lui. Et en fait, en une dizaine d'années, il y a eu pratiquement peut-être une demi-heure qui lui avait été consacrée. Il y avait beaucoup plus souvent des réflexions et des références qui étaient faites à 1984 d'Orwell. Orwell est un auteur que, par ailleurs, j'estime beaucoup. La personne d'Orwell est aussi très, je trouve, séduisante et sympathique. Mais Orwell et Huxley ne parlent pas du même totalitarisme, si on veut. On pourrait dire peut-être que Orwell parle d'un totalitarisme hard. C'est celui de la botte écrasant le visage humain, disait Huxley. Lui, Huxley parle d'un totalitarisme plutôt soft, celui de notre société, celui où on ne censure pas, mais les idées se perdent dans un flot d'imbécilité superficielle parfois. Voilà. Et alors qu'il n'y avait pas de référence faite à Huxley, je lis Les Particules élémentaires, donc peu de temps après sa parution, et je vois que Houellebecq consacre 2 chapitres au frère Huxley en plus. Voilà. Alors ça m'a quand même intéressé, et j'ai cru percevoir que le cheminement de Huxley est un cheminement inverse de celui des héros de Houellebecq dans Les Particules élémentaires. C'est-à-dire que, si vous voulez, Huxley, il part d'une situation un petit peu de désespoir, presque de désespoir,
Il lutte toute sa vie pour ne pas tomber, enfin toute la première partie de sa vie, il lutte pour ne pas sombrer dans le désespoir. Il part de cette situation-là et il arrive à la fin de sa vie, il écrit un livre qui s'appelle Il en 1962, qui est une utopie d'une société qui est réconciliée avec la nature, les hommes sont réconciliés entre eux, avec eux-mêmes, etc. Une sorte d'utopie un peu écologiste, autogestionnaire, un peu finalement 68 art si on veut. Voilà, donc il fait ce cheminement-là. Et les héros de Houellebecq, eux, font un cheminement inverse. Ils partent, ils ont une mère qui a fait 68, qui a été hippie, qui a vécu la libération sexuelle, et eux, donc ils en peuvent plus, ils ont même une espèce de haine pour leur mère. Donc ils partent de cette situation-là. L'un des frères est un scientifique, il essaie d'inventer par une transformation génétique de l'être humain une autre société, une société transhumaniste. Et finalement, ça ne marche pas non plus, parce qu'il y a un livre qui paraît après les particules élémentaires de Houellebecq et qui s'appelle La possibilité d'une île. Et justement, le dernier livre dont je vous parlais de Huxley, il s'appelle Il. Voilà. Alors, Il, c'est la possibilité d'une utopie, et la possibilité d'une île, c'est l'impossibilité de l'utopie scientifique. Donc, pour Houellebecq, il n'y a pas de solution politique, il n'y a pas de solution scientifique, puisque la solution scientifique transhumaniste, elle a échoué. Il n'y a pas de solution religieuse. Et ça, c'est aussi une autre relation avec Huxley. Il n'y a pas de solution religieuse pour Houellebecq. Il essaye d'avoir la foi, mais franchement, ça ne marche pas, quoi. Il n'arrive pas à croire. Alors que Huxley devient un homme religieux, en fait, dans la deuxième partie de sa vie. Bernard Maris, c'est ça. Il a écrit donc un livre, Houellebecq économiste. Et c'est un... Alors, Houellebecq économiste, moi je trouve que c'est particulièrement net dans Plateforme, je crois, parce qu'en fait, on voit la stratégie des entreprises pour élargir leur marché. Et comme aujourd'hui, on a produit un petit peu dans tous les domaines, il faudrait vraiment marchandiser le sexe, parce que là, en plus, on est sûr que c'est un marché qui va être pérennisé, qu'on va pouvoir élargir, avec un certain type de relation, d'ailleurs, entre les pays riches et les pays du Sud. Donc, c'est en ce sens-là que Bernard Maris, moi, je pense, a écrit Houellebecq économiste. Et donc, chez Huxley, on a aussi une analyse de la société industrielle. C'est une société qu'il n'aime pas, la production de masse et la consommation de masse. Et en ce sens-là, on peut effectivement trouver chez Huxley des qualités d'analyste économiste. C'est plutôt les économistes qu'on appelle les économistes hétérodoxes, c'est-à-dire les économistes qui font appel à l'économie, mais aussi à la sociologie, à la politique, à l'histoire, au droit, etc. C'est plutôt ce type d'économiste que serait évidemment Huxley ou Houellebecq, oui. Non, il y a la critique du divertissement, par exemple, hein, où il y a un passage terrible chez Houellebecq d'un animateur sur une plage qui organise des jeux pour les vacanciers. Et c'est là vraiment une critique du divertissement terrible, comme chez Huxley. D'ailleurs, dans Le Meilleur des mondes, j'ai revu récemment, les gens partent régulièrement en vacances. Ils vont très loin, en avion, etc. Et ça s'appelle dans la société, ça s'appelle les vacances d'oubli. Donc c'est très très clair. On oublie pour échapper à sa condition d'humain, de mortel, quoi. Alors il y a bien sûr aussi la question de la sexualité. Alors là, c'est peut-être plus difficile de faire le rapprochement, parce que la sexualité
Alors je ne sais pas ce que Houellebecq pense de la sexualité, parce que d'un côté, il en fait l'éloge, ça semble être quelque chose de très important pour lui. Là, je vois qu'il va tourner dans un film pornographique, je ne sais pas si c'est une excellente idée. Il y a beaucoup de passages d'ailleurs où il décrit l'acte sexuel, et il dit d'ailleurs que c'est la chose la plus difficile à faire pour un écrivain. En même temps, par ailleurs, il y a quand même beaucoup de passages où il a l'air de regretter la libération sexuelle. Il dit qu'en même temps, il dit d'ailleurs les premiers perdantes de la libération sexuelle, ça sera les femmes, parce qu'il dit-il, sur le marché érotique, elles vont rapidement être dévalorisées. Donc là aussi, il y a le lien entre tout ce qui est marchandisé et la sexualité. Alors, chez Huxley, il n'y a pas de description de l'acte sexuel. C'est un auteur qui reste quand même très, très pudique. Il a eu une éducation puritaine dont il s'est débarrassé, mais il a quand même ce reste, je pense, d'éducation un petit peu de gentleman britannique. Et la sexualité, un de ses amis, qui était le critique littéraire anglais Raymond Mortimer, disait que la sexualité pour Huxley, c'était un double visage, c'était ambivalent. C'était à la fois une chose très importante, et puis en même temps, dans la vie, quoi, ça pouvait être une source de bonheur, mais en même temps, un grand danger de dissociation entre les individus. Oui, moi je vous disais prémonitoire, hein, c'est ça, oui. Alors, donc, il y a le divertissement, la banalisation de la sexualité. Enfin, bon, alors là-dessus, on peut avoir un débat pour savoir si la sexualité est banalisée outre mesure ou pas dans notre société. Mais lui, je pense que la banalisation de la sexualité est un des moyens de faire oublier aux gens leurs conditions. Ça devient un échappatoire, si vous voulez. Voilà. Donc il y a cette idée de l'homme qui est confronté à sa condition et qui tente d'y échapper, entre autres à y échapper par la drogue d'ailleurs. Donc il étudie les différents narcotiques, et il croit que les hommes sont tellement une image en fait dévalorisée d'eux-mêmes, ils se dégoûtent un peu, et ils ont besoin d'une drogue s'ils n'ont pas un autre objectif transcendant pour les porter dans la vie. Voilà. Alors, il y a aussi, alors évidemment, j'allais oublier, mais c'est très important, c'est l'écologie, parce qu'il est écologiste en 1928 dans un roman qui s'appelle Contrepoint. Il fait une analyse de l'écologie, de la question en particulier, une question bien précise, très concrète, la question des phosphates. Vous voyez qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les phosphates, le problème existe toujours, puisqu'en fait, on utilise des phosphates chimiques. Avant, il y avait un cycle du phosphate qui s'équilibrait. Depuis qu'on utilise des phosphates chimiques en les fabriquant, il n'y a plus ce cycle ne s'équilibre plus, et on peut aller à un moment donné sans avoir de phosphates qui sont nécessaires pour le développement de l'agriculture. Et donc en 1928, dans un roman qui s'appelle Contrepoint, donc encore avant Le meilleur des mondes, il y a un personnage qui est un vieux savant. Il est harcelé par un communiste et un fasciste qui lui disent tu dois prendre position, etc. Et lui, il les renvoie dos à dos. Et il leur dit mais de toute façon, l'un ou l'autre, vous êtes en train de détruire la planète. Il dit ça en 1928. Voilà. C'est vraiment d'une actualité là, tout à fait... Alors, il renvoie les idéologies politiques dos à dos. Alors ça peut aussi avoir un aspect prémonitoire, hein, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est la souffrance personnelle qui est le terreau de son œuvre, et même puis même après de son évolution vers un certain humanisme. Donc, si vous voulez, Huxley, il a subi
très tôt trois grands drames personnels. Le premier, ça a été le décès de sa mère. Donc c'était en 1908, donc il avait 14 ans. Hein, oui, 14 ans. C'était une mère qui était une femme assez exceptionnelle. Elle avait été reçue à Oxford. C'est la première femme à rentrer à Oxford. Elle avait créé une école pour les jeunes filles où on enseignait aux jeunes filles la littérature, la poésie, toutes choses qui à l'époque dans la société victorienne étaient quand même extrêmement rares. Et donc lui, il chérissait sa mère parce qu'en plus sa mère l'avait prise comme petit enfant dans son école. Elle a été emportée par un cancer assez foudroyant. C'était une épreuve terrible pour lui. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a eu une amnésie de la période où sa mère est décédée. Vous voyez donc comment ça a pu le marquer. La deuxième chose, à 17 ans, au moment où il préparait l'entrée à Oxford, il était au collège d'Eton, il est tombé aveugle. Quasiment, oui, ça c'est une chose qu'on ne sait pas. Il a été aveugle pratiquement toute sa vie. Donc là, pendant 18 mois, il a perdu la vue. Puis peu à peu, il l'a un petit peu retrouvé. Et quand d'ailleurs la situation mondiale s'aggravait, la guerre s'intensifiait, etc., sa cécité s'aggravait à ce moment-là, voyez-vous. Donc il a eu donc il était quasiment aveugle. Et tout le temps, toute sa vie, il s'est battu pour lire, pour écrire. C'est quand même difficile pour un écrivain, quoi. Donc, et quand il est tombé aveugle, il a eu une capacité de résilience très grande à 17 ans. Donc là, pendant 18 mois, il ne voyait plus du tout clair. Il s'est mis à jouer au piano et à prendre le braille, voyez-vous, pour avaler encore des quantités de lecture. C'est pour ça que quand on se penche un peu sur sa vie, on est quand même on est ému. C'est vraiment un personnage qui a lutté contre la souffrance. Et la troisième chose, troisième drame personnel, c'est son frère. En 26 août 1914, se suicide, se pend. Et si vous lisez la dernière page du Meilleur des mondes, le sauvage, il s'est pendu au phare. Et on voit ses pieds qui tournent, comme lui, il a vu au pied de l'arbre, où il a imaginé les pieds de son frère tourner pendus. Et son frère, comme le sauvage, ont été en fait victimes de la bêtise d'une société. Pas la même société, mais toujours un peu d'ailleurs en rapport avec la sexualité, puisque le sauvage, lui, ne veut pas céder aux avances d'une femme du Meilleur des mondes, parce qu'il considère que on doit faire l'amour que quand on est amoureux, que quand on aime vraiment, on ne doit pas se donner comme ça tout de suite. Donc, plutôt un peu par puritanisme, on pourrait dire. Tandis que son frère, lui, c'est la société puritaine qui l'a tué. Parce que quand il avait 20 ans, il était tombé amoureux d'une jeune fille qui faisait le ménage chez ses parents. Il avait une relation avec elle, je crois même qu'elle avait été enceinte, je ne sais pas. Ses parents ont absolument refusé le mariage. Parce qu'elle était aussi de conditions sociales différentes. Et donc il a été... Bon, après ça, il a eu des... Il est rentré à Oxford, il est sorti d'Oxford, mais il n'avait pas le premier prix. Dans la famille, il fallait avoir le premier prix. Il était dans le milieu du tableau, quoi. Bon, tout ça l'a profondément déprimé. Donc il y en a un qui a été sous les... Le sauvage, c'est plutôt par une société qui a tendance à avachir les individus. Et puis le frère, Trèves, c'est par une société qui a tendance à les inhiber, à les mutiler par une morale complètement rétrograde. Alors voilà les trois drames donc, dans la vie d'Huxley. Et ça, c'est des drames terribles. Il est au bord du désespoir. Donc ses premiers poèmes, par exemple, qu'il écrit à partir de 1915, c'est des poèmes vraiment de souffrance, de brûlure intérieure, enfin c'est de rude torture, enfin il souffre énormément. Et les gens qui l'ont connu le disent également, mais ils disent également une chose, c'est qu'il fait tout pour ne pas tomber dans le désespoir. Il sait qu'il est au bord du désespoir, il fait tout pour ne pas pour tomber dedans, voyez-vous. Voilà. Alors je crois que c'est dans cette souffrance qu'il trouve les ressources pour écrire, pour avoir ses vues visionnaires. Bon, cette société industrielle lui semble très, très inhumaine, en fait. Et il l'a vécu finalement
personnellement, quoi, voilà. En fait, jusqu'ici, moi, je pense, on peut dire, j'ai plus les chiffres en tête, mais je l'avais calculé, le nombre de mois qu'il a passé en Angleterre, euh, à partir du moment où il a commencé à gagner sa vie, qu'il a pu voyager, se déplacer. On parle le nombre de mois qu'il a passé en Angleterre et le nombre de mois qu'il a passé à l'extérieur de l'Angleterre, il était très peu en Angleterre. Donc je pense, moi, qu'il fuyait l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, c'est la société industrielle, c'est la société puritaine, c'est le noir du charbon, c'est les brouillards, c'est tout ce que vous voulez. Donc je pense qu'il n'aimait pas cette société-là. Sa femme, d'ailleurs, sa femme le dit. Et alors, jusqu'ici, il allait donc au soleil, principalement l'Italie, Florence. Et là, dès il a pu se déplacer, et il s'est installé. Il allait très souvent à Florence et il revenait en Angleterre que de temps en temps pour des raisons professionnelles. Mais à Florence, en 1926, il noue une amitié avec David Herbert Lawrence. Et Lawrence, lui, il est tuberculeux, il faut qu'il aille au soleil. Il vient à Bandol. Huxley l'accompagne dans ses derniers jours, dans son agonie. Et c'est en venant ici, à Bandol, avec Lawrence, qu'il découvre Sanary, hein, si vous voulez. C'est comme ça qu'il a trouvé Sanary. Donc, le livre Le meilleur des mondes, il le portait en quelque sorte en lui depuis longtemps, parce que dans tous les romans qui ont précédé Le meilleur des mondes, qui ont précédé 1932, il y a des critiques de la société industrielle, de la production, de la consommation de masse, du divertissement, d'une sexualité non maîtrisée par les individus. Tout ça est dedans. Et dans Le meilleur des mondes, il va en quelque sorte synthétiser toutes ces critiques et leur donner comme une sorte d'effet de synergie, donc une puissance, si vous voulez, assez radicale contre la société. Et l'autre chose qui est très importante, c'est qu'en fait, quand il commence à écrire Le meilleur des mondes, il veut se moquer de Wells. Vous savez, l'auteur de science-fiction, L'homme invisible, L'île du docteur Moreau, La guerre des mondes, etc. Pourquoi veut-il se moquer de Wells? Parce que Wells est un personnage sympathique au demeurant, qui est né dans un milieu très très modeste. Sa mère était femme de ménage. Il a fait des études. Très rapidement, il a eu du succès. Et à 30 ans, il gagnait déjà de l'argent, il avait du succès, etc. Et donc lui, Wells, il était très progressiste en quelque sorte. Il disait, ben voilà, le libéralisme, qui fait qu'on peut dire ce qu'on a envie de dire, l'école auquel j'ai pu aller, alors que dans une autre époque, je n'aurais pas pu, le progrès technique aussi, qui permet d'augmenter les richesses, eh bien, tout ça, on vit une époque merveilleuse, il y a du progrès possible, il imagine une société où on met ensemble les administrateurs, enfin ce qu'on appelle les technocrates aujourd'hui, les financiers, on met tout ça ensemble, on dépasse le cadre national, on fait une planification. Il a une certaine admiration pour Staline. Il trouvait que c'était bien la planification, alors que ce n'était pas du tout un homme cruel ou quoi que ce soit. Et donc il a cette vision, peut-être qu'on va trouver un peu naïve aujourd'hui, du progrès. Et Huxley a envie de se moquer de lui. Hein. Peut-être a-t-il envie aussi de régler un petit compte avec son frère, je ne sais pas, parce qu'en fait son frère travaille à la rédaction d'une encyclopédie de la biologie, du vivant, de la science du vivant, avec Wells. Bon. Donc il commence pour écrire un pamphlet, si vous voulez, quelque chose d'un peu humoristique, avec le ton caustique qui lui est bien particulier. Mais en fait, en écrivant, c'est les miracles de l'écriture pour celui qui est écrivain, il va chercher au fond de lui-même, et ce qui ressort, c'est son frère, quoi, qui a été aussi tué par la société, qui n'a pas du tout été porté par la société. Cette même société qui adorait, qu'adulait Wells, quoi. Et il part donc
une velléité pamphlétaire et humoristique, pour se moquer un peu de Wells. Et il arrive à un cauchemar collectif qu'il a été chercher en lui-même. Voilà. Ici, il a écrit Musique nocturne. C'est une série de petits essais où il y a un moment, il parle de la nuit provençale, où il dit il dit d'ailleurs, elle peut, il la compare à un morceau de musique de Bach, je crois. Il dit ça va très bien ensemble d'ailleurs, et il dit c'est ce qui permet de dire que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc, si vous voulez, ça lui fait beaucoup de bien. En plus, il est pratiquement aveugle, si vous voulez. Alors, il va quand même toujours dans des pays où il y a de la lumière. Il en a besoin pour ses yeux. Mais sinon, à part Music at Night, quand il est là, il écrit Le meilleur des mondes, dans lequel on ne voit pas trop bien le petit port de Sanary. Hein. Il écrit... Ailes in Gaza, alors ça a été traduit en français par La paix des profondeurs. Donc c'est le livre de sa conversion. Alors ça c'est un livre très 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 important. C'est le livre de sa conversion. Et il n'y a pas de rapport avec, franchement, avec la Côte d'Azur. Donc Huxley va connaître de la fin 32. Donc voyez-vous, peu de temps après Le meilleur des mondes, jusqu'à la fin 1935. Une période très difficile pour lui. Il est parfois dans des états de dépression. Même à un moment, il doit être hospitalisé parce qu'il peut plus, il est complètement bloqué, il ne peut plus rien faire. On lui donne même un petit boulot dans l'hôpital pour porter des livres à droite à gauche à des malades. Il y arrive à peine. Enfin, il est vraiment dans un état très difficile, complètement dépressif. Peut-être parce qu'avec Le meilleur des mondes, il a été cherché au fond de lui-même. Ça, puis son ami Lorenz est décédé. Donc tout ça s'est accumulé sur sa souffrance précédente. Donc il est un peu... Et alors il va essayer de réagir. Il rencontre des personnages, 3 personnages, on en parlera après si vous voulez, qui essayent qui l'aident énormément à sortir de ce marasme. Et... il décide qu'il doit changer de vie. Voilà. En gros, il dit, ce changement de vie, c'est le livre, c'est ce livre, Ailes in Gaza, La paix des profondeurs. Il se dit ça. Jusqu'ici, j'étais un écrivain sceptique qui passait une vie un peu agréable, faite des plaisirs de l'écriture. Je gagnais bien ma vie, je voyageais, j'avais même des succès auprès des femmes. Parce qu'un écrivain, ça a facilement des succès auprès des femmes. Mais il faut arrêter ça parce que c'est une vie qui n'a pas de sens. J'ai privilégié les valeurs intellectuelles et esthétiques sur les valeurs altruistes. Je devrais passer mon temps à faire autre chose que ça. Il y a la guerre qui vient, je devrais lutter contre la guerre. Voilà. Et il écrit ce livre, Ailes in Gaza, qui est le livre en fait de sa conversion. Non pas la conversion qu'il a réalisée, mais de la conversion qu'il doit réaliser. C'est-à-dire qu'il trace sur le papier le chemin qu'il va devoir suivre. Et cette conversion, c'est pas simplement une conversion religieuse, mais c'est aussi une conversion dans sa vie, dans son mode de vie. Il doit devenir quelqu'un d'autre, il doit devenir quelqu'un d'altruiste, quelqu'un qui s'occupe des autres. Donc la première chose à faire, à l'époque, quand on s'occupe des autres, c'est de lutter contre la guerre. Et il s'engage d'une manière militante contre la guerre. Il adhère en Angleterre en novembre 1935 à une association qui s'appelle la PPU, Peace Pledge Union, qui est menée par un prêtre anglais, Dick Sheppard, qui est entièrement dévoué à la cause de la lutte pour la paix. Et donc il s'engage dans le mouvement pacifiste. Voilà. Alors,
dans Eyeless in Gaza, il pense qu'il faut ce dont manque l'homme aujourd'hui, c'est de fins spirituelles. Donc il va essayer de chercher des fins spirituelles. Mais alors, pas dans la religion établie avec ses rites, ses églises et tout ça, ça il refuse, mais dans la voie mystique en fait. Voilà. Donc il va essayer de s'orienter vers la voie mystique, et la première voie mystique qu'il trouve, en allant aux États-Unis d'ailleurs, parce qu'il va partir vivre aux États-Unis, c'est l'hindouisme. Mais il va être un hindouiste très, très indiscipliné, c'est-à-dire même l'hindouisme est un corset trop étroit pour lui, donc il fait il bricole sa religion, si vous voulez, il construit sa propre vue des fins spirituelles à suivre. Voilà. Dans Eyeless in Gaza, d'ailleurs, il y a un aspect religieux, puisque ça fait référence à un passage de la Bible où Samson, Dalila lui coupe les cheveux, ce qui lui fait perdre sa force herculéenne. Donc les Philistins, qui sont les ennemis donc des tribus israélites, l'enferment. Mais il parvient à se libérer, à écarter les colonnes du temple où étaient les Philistins. Le temple s'écroule sur eux. Dieu a gagné. Voilà. Et auparavant, Dalila avait crevé les yeux. Elle avait fait crever les yeux de Samson. Donc il y avait aussi cette histoire de cécité, quoi. Voilà. Mais Samson retrouve quand même néanmoins la force grâce à Dieu. Il était souvent malade, il avait souvent des maladies respiratoires, il y avait sa cécité, et il a lutté contre sa cécité en utilisant une méthode qui s'appelle la méthode Bates, sur laquelle il a écrit un livre qui s'appelle L'art de voir, et qui est une méthode de gymnastique de l'œil extrêmement contraignante. Il faut faire pendant 3 heures de la gymnastique de l'œil, ça doit être assez pénible. Et ça lui permettait, à certaines périodes, d'avoir une vue suffisante pour arriver à lire avec une loupe. Voyez-vous, et avec une loupe, puis une lumière. Enfin, toute sa vie, il se bat, si vous voulez. Et alors, les 10 dernières années, vraiment, là, son engagement militant passe à la vitesse supérieure. Il fait 10 années de conférences dans les universités américaines. Il y a des centaines d'étudiants, des milliers d'étudiants qui viennent l'écouter. Et là, on est dans les années 60, c'est-à-dire que c'est la montée dans les campus, quoi. Et donc ces idées comme celles qu'il développe dans Hill sur l'écologie, la diversité des cultures, même aussi la question de la révolution psychédélique, voilà, tout ça, ça a beaucoup, l'écologie, tout ça, ça a beaucoup d'écho auprès des étudiants. Et donc là, il va être un peu sorte d'icône de la jeunesse, comme il avait été d'ailleurs l'icône de la jeunesse dans les années 20 en Angleterre, mais d'une manière différente. Dans les années 20, il était l'icône d'une jeunesse qui était désabusée et dégoûtée après la guerre de 14. Là, il est l'icône d'une jeunesse chez qui il y a une poussée un peu subversive. Alors, pendant 10 ans, donc, il fait des conférences, il assiste à des conférences internationales, il fait partie d'une association mondiale d'intellectuels qui réfléchit à la manière de résoudre les problèmes dans le monde, l'armement, la question atomique, la faim dans le monde également. Il est reçu par le pape sur cette question de la faim dans le monde. Il travaille avec la FAO. Enfin, et il est tellement parti dans son action que il refuse de soigner jusqu'au bout il avait un cancer de la langue. Et il aurait fallu, pour être sûr de le guérir, lui faire une ablation de la langue. Quand le cancer était reparti une deuxième fois, il n'a pas voulu, parce qu'il a dit, si je fais ça, je peux plus rien faire, quoi. Je peux plus militer, en fait, parce qu'il militait, il était citoyen du monde, quoi. Et il va
Finalement, il va mourir de son cancer en 1963. Alors, pourquoi il est oublié? C'est qu'il meurt quel jour? Il meurt le jour de l'assassinat de Kennedy. Ça, c'est pas de chance. Il meurt le jour de l'assassinat de Kennedy, le 22 ou 23 novembre 1963. D'ailleurs, sa femme raconte, il est dans son lit, il vient de fermer les yeux, sa femme retourne dans les autres pièces de la maison où il y a des membres de la famille, des amis, et ils sont tous, alors qu'ils savent qu'il est là en train de mourir, ils sont tous sur le poste de télévision. Elle se dit, mais c'est pas possible. Aldous vient de mourir, ils sont là à regarder la télévision. Mais elle apprend que en fait, Kennedy vient d'être assassiné. Voilà. Ça, évidemment, ça a pu aussi peut-être contribuer à son oubli, quoi. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'il est inclassable, finalement. Et ça, on a du mal à se souvenir des gens qui sont inclassables. On peut se souvenir d'un grand communiste, d'un grand fasciste, d'un grand libéral, je ne sais pas. Mais quelqu'un qu'on ne sait pas où mettre, que certains qualifient d'anarchiste de droite, les autres d'extrême gauche, les autres d'écologistes. Vous voyez, voilà, il brouille les pistes un peu quand même. Dans un premier temps, il avait dit que le meilleur des mondes aurait lieu dans 5 ou 6 siècles. Et puis, après, il a réécrit un livre qui s'appelle... il a réécrit une préface du meilleur des mondes en 1946. Et dans cette préface, il dit, en fait, ça va arriver beaucoup plus tôt que je ne le pensais. Ça va arriver dans un siècle, voyez-vous. Bon, alors, vous voyez, 2047. Alors, pourquoi Ford? Parce que Ford, c'est le chef de la société, voilà. D'ailleurs, il y a des allusions, il y a Ford, il y a un des héros s'appelle Bernard Marx, par exemple. Alors, il y a une femme aussi qui s'appelle Lénina, il y a comme des références un petit peu amusantes à des personnages historiques. Alors, mais pour répondre à votre question là, c'est que, vous avez bien compris, il y a 2 Huxley. Le premier, il est très sceptique et pessimiste. Pas désespéré, mais sceptique et pessimiste. Et entre autres, il ne croit pas à une solution alternative à la société, on va dire, industrielle, ou même qui devient après post-industrielle. Et d'ailleurs, il reprend ça dans le livre qu'il écrit après la guerre, 1948. Il écrit un livre qui s'appelle Le Retour sur le meilleur des mondes. Et il dit justement, le sauvage dans le meilleur des mondes, il n'avait pas d'alternative. Soit il restait un sauvage, soit il rentrait dans le meilleur des mondes. Mais bon, ce n'était pas suffisant pour être dans les 2 cas, ce n'était pas une bonne solution. Et il dit, si j'avais à le réécrire aujourd'hui, je lui donnerais une solution. La solution, ça serait des petites communautés qui s'autogèrent, qui vivent d'une manière assez autarcique, en autonomie, et il n'y a que d'elles qu'on peut attendre un changement de l'humanité. Parce que tout ce qui est solution qui vient de l'extérieur, grande réforme politique, nouvelles révélations religieuses, etc., tout ça, ça ne marche pas. Tout ce qui est fait avec l'État, les masses et tout ça, ça ne marche pas. Et ça, c'est une idée qu'il avait déjà pendant sa première période sceptique. Le fait est, entre les 2 périodes, c'est qu'il a toujours cette espèce de scepticisme vis-à-vis de la politique, vis-à-vis des grandes réformes, vis-à-vis des grandes idéologies, vis-à-vis des dogmes. Mais par contre, il s'est mis à croire aux solutions des petites communautés qui vont essayer voilà, d'un petit peu de régénérer l'humanité, mais sans vouloir s'imposer, quoi, en quelque sorte. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on regarde le monde aujourd'hui, qu'on voit
Il appelle ça les forces impersonnelles, l'immensité, la puissance des forces impersonnelles qui sont en jeu, c'est-à-dire les forces qui dépassent les individus, que ce soit la puissance des États, on le voit avec la guerre en Ukraine, les rivalités politiques, la démographie, la machine économique, etc. Quand on voit toutes ces forces impersonnelles, on s'est dit comment, en prenant le pouvoir, en faisant une réforme politique, peut-on changer les choses? On n'y croit pas trop. D'ailleurs, on voit même une certaine impuissance des politiques. Et c'était son point de vue. Donc lui, il comptait sur des réactions un peu à l'échelle de petits groupes. Voilà. Si vous me parlez du premier Huxley, qui croit à rien, qui est très pessimiste et tout, qui se moque un peu de tout le monde, en particulier plutôt des bourgeois, le peuple il n'en parle pas, il se moque des bourgeois, des pseudo-intellectuels et tout ça, on pourrait dire que c'est un anarchiste de droite peut-être. Parce que je vous dis ça parce que j'ai vu dans un journal, dans une bibliothèque, il y avait des journaux qui étaient parus le jour de son décès, et il y avait un des journaux qui disait « L'anarchiste de droite, Aldous Huxley ». Maintenant, si vous considérez le deuxième Huxley, celui de Hill, 1962, bon, je dirais oui, c'est un écologiste, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il serait à Europe Écologie Les Verts? Je ne sais pas, parce qu'il ne croit pas non plus beaucoup à la politique, oui, voilà, c'est ça. Ce serait peut-être un écologiste qui essaierait de fonder une communauté un petit peu autonome. Il préconise, par exemple, en 1948, il préconise l'éolien et le solaire et l'autonomie en matière agricole. Il dit qu'il y a des méthodes pour avoir une autonomie, on peut s'autosuffire. Donc des communautés qui s'autosuffisent. Et c'est un adversaire du nucléaire. Alors du nucléaire militaire, puisqu'il a écrit un livre sur la bombe atomique, Temps futur. Il décrit une société qui a été bombardée. Mais c'est aussi un adversaire du nucléaire civil, où il dit le nucléaire civil, par ses déchets, ses rejets, etc., va détruire le capital génétique de l'être humain. Voilà. Donc, oui, ça aussi, c'est des éléments pour une réflexion aujourd'hui, quoi. Outre le meilleur des mondes, ça, bien sûr, il faut commencer par ça, mais il y a d'autres livres qui n'ont peut-être pas la même portée générale que le meilleur des mondes, mais qui sont vraiment passionnants à lire. Entre autres, il y en a un qui s'appelle L'éminence grise, et je trouve un livre historique remarquable, qui est ce qui arrive à un prêtre qu'on a appelé l'éminence grise, qui s'appelait le père du Tremblay, et François du Tremblay, et qui était une sorte de mystique, et Richelieu lui a demandé l'a pris comme conseiller. Et à ce moment-là, lui, au nom de l'Église catholique, romaine et apostolique, il est parti, il a pris son bâton de pèlerin, il est parti un petit peu essayer de convaincre tout le monde. Et finalement, en tant que diplomate, il a œuvré à la guerre de 30 ans, une guerre terrible. Et donc, évidemment, il a perdu sa capacité d'avoir des extases mystiques. Alors, bon, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi la description historique. En fait, il y a des descriptions de Richelieu, par exemple, qui est atteint par une espèce de maladie. Il sent mauvais, il pue, il se met du parfum. Enfin, c'est vraiment... moi, j'ai trouvé passionnant ce livre, si vous voulez. Alors, il y a aussi dans ces romans dans ces romans d'avant le meilleur des mondes, du premier Huxley, il y a Contrepoint. Là, on retrouve des éléments d'actualité. C'est là qu'il y avait la question de l'écologie. C'est là où il renvoie très directement droite et gauche en disant de toute façon, on ne comprenait rien aux problèmes. Vous nous emmenez tous les deux dans le mur. Où il dit le capitalisme nous y emmène en voiture et le communisme nous y emmène en autobus. Mais de toute façon, on va dans le mur. Donc il y a Contrepoint qui est un livre aussi avec
des références historiques d'ailleurs, un autoportrait d'Huxley au travers de 2 personnages, donc ça permet aussi de saisir, une fois qu'on a un peu les clés. Et puis un autre qui s'appelle Marina di Vezza, qui décrit une grande bourgeoise aristocrate en Italie qui se prend à rêver qu'elle est une mécène, qu'elle fait beaucoup pour les arts, etc. Et en fait, il se moque à ce moment-là d'une femme chez qui d'ailleurs il avait été invité, qui était Lady Ottoline, une grande aristocrate anglaise, qui avait un manoir où elle recevait toute la fine fleur des intellectuels anglais dans les années 1915-1920. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a aussi un livre, moi j'ai bien aimé, qui est un roman d'après le meilleur des mondes, mais un peu dans la veine de ceux d'avant, qui s'appelle Jouvence. Et ça se passe aux États-Unis. Et entre autres, est mis en scène un personnage qui était Hearst. C'était, vous savez, le grand magnat de la presse qui est joué par Orson Welles dans Citizen Kane. Voilà, c'est ça. Donc là, et entre autres, un aspect intéressant. Il y a un personnage, un Anglais, qui arrive pour travailler pour Hearst. Il rentre dans Los Angeles et il décrit Los Angeles. Et il montre qu'il y a des enseignes, il y a n'importe quoi. Une villa exotique à côté d'un marchand de viande avec un grand taureau en carton peint de toutes les couleurs, un cimetière. Enfin, vraiment, c'est un urbanisme absolument délirant. Et il y a quelques pages qui sont cette description de l'entrée de Los Angeles. Je trouve que c'est assez quand même très, très, très amusant, quoi. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine.